Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans un ensemble de notes personnelles assez singulières. Ça vient d'un document qui retrace des observations autour d'un pub, le Fisherman's Pub, en août 2025. Alors, la source, c'est un PDF, Incivilité Fisherman's Pub, août 2025. Dedans, on trouve des notes datées avec des heures précises et puis des commentaires très personnels, visiblement écrits par un riverain, hein. Notre but, c'est de décortiquer un peu tout ça, extraire les infos clés pour comprendre la situation telle que cette personne l'a décrit. Et pour donner le ton, le document s'ouvre sur une phrase assez directe. Le pire qui puisse arriver à un anglo-saxon, c'est une interdiction de pub. Bon, c'est une entrée en matière un peu abrupte, on va dire. Ça nous met direct dans la perspective très locale et peut-être un peu cliché de l'auteur. Oui, tout à fait. Et ça, c'est essentiel dès le départ. Faut vraiment garder en tête qu'on analyse un compte-rendu subjectif. C'est le regard d'une seule personne sur ce qui se passe juste autour de chez elle. L'intérêt du document, justement, c'est cette chronique presque quotidienne par moment. Ça documente des choses qui reviennent souvent, mais aussi des incidents bien précis. Et tout ça, c'est filtré par la perception, les interprétations de cet observateur. C'est pas un rapport officiel, hein, c'est un témoignage plutôt brut. D'accord, bien noté. Alors, allons-y, plongeons dans ces observations. Il y a un truc qui revient tout le temps, c'est assez notable, presque une routine nocturne qu'il décrit, les notes du 2, du 8, du 10, du 17, et encore le 30 août, elles disent toutes, photo à l'appui d'après le texte, qu'après minuit, les clients dehors, ils sont là pour une seule chose, satisfaire leur dépendance à la nicotine. C'est ces mots. Hum, hum. C'est une observation qui revient souvent et qui structure une partie de son récit, en fait. Pour lui, ça suggère que l'activité principale, dehors, après minuit, c'est plus tellement de consommer des boissons qui seraient vendues à l'extérieur, Hmm. mais c'est vraiment l'acte de fumer. D'ailleurs, la note du 17 août, elle insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas de vente d'alcool dehors à ces heures-là. Et ça, c'est intéressant, parce que ça illustre un phénomène assez classique en ville, non? Le déplacement de l'activité et potentiellement des nuisances de l'intérieur vers l'espace public. Ici, c'est lié spécifiquement au fait de fumer. Du coup, ça pose des questions sur comment on gère cet espace partagé tard la nuit. Mais c'est pas tout. Il note aussi, toujours ce 17 août, un détail un peu technique. Le terminal de paiement, alors, il l'écrit Terrenal, T-E-R-R-E-N-A-L, qui resterait actif, même s'il n'y a pas de vente d'alcool visible dehors. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ça, d'après vous? Mais c'est un détail qu'il trouve important de noter visiblement. Sans vouloir trop spéculer, ça pourrait suggérer que des transactions sont toujours possibles, même si ce qu'il observe surtout, c'est les gens qui fument. Ou alors c'est peut-être juste une observation factuelle, comme ça, sans qu'il en tire de conclusion immédiate, mais il le consigne. On voit qu'il est dans une surveillance quasi constante. Chaque petit détail semble être enregistré, quoi. Et ce même 17 août, la nuit prend une tournure un peu plus humaine, mais aussi plus interprétative. L'auteur décrit une scène: as-tu trop bu? Je t'aide à rester debout. Il voit quelqu'un aider une personne en difficulté, mais il s'arrête pas là. Il se lance dans une hypothèse sur pourquoi les clients tiennent si tard. Je cite: peut-être que certains ont recours à des stimulants pour tenir toute la nuit après une journée de travail éprouvante. Là, on est clairement dans la spéculation, non? Ah oui, tout à fait. Là, on passe de la description d'une interaction, je t'aide à rester debout, à une interprétation sur les causes possibles de l'état, ou de l'endurance des gens présents. C'est une pure hypothèse de sa part, basée sur ce qu'il voit, et peut-être oui sur ses propres a priori. C'est important de bien distinguer ce qu'il rapporte avoir vu et l'inférence qu'il en tire. Mais bon, cette note, même si elle est spéculative, elle contribue à peindre le tableau de la clientèle et de l'ambiance tel que lui, le riverain, l'aperçoit. Ça introduit une idée de fatigue, de possibles excès, ça prépare peut-être le terrain pour des événements plus graves. Justement, parce que ces observations répétées sur les fumeurs et ces spéculations, ça contraste pas mal avec le récit d'une nuit en particulier, celle du 24 août. Là, on change d'échelle, clairement. L'auteur documente une série d'événements assez alarmants. Reprenons la chronologie qu'il donne. D'abord, 2h17 du matin, une première personne est évacuée. Il la décrit comme étant dans un état préoccupant. Et il précise qu'on lui demande de ne pas filmer. Mhm. Ensuite, un peu plus d'une heure plus tard, 3h25, une deuxième personne évacuée. État jugé similaire, préoccupant. Et là, nouvelle demande de ne pas filmer, mais en plus, on lui dit de descendre. Carrément. Ah oui, l'injonction est plus directe. Oui. Puis, à 3h40, il signale une personne allongée devant le pub. Toujours dans un état préoccupant. Encore une.
Et enfin, à 3h56, arrivée de la police, 2 voitures, 4 agents. La séquence est très précise, heure par heure. Oui, ce qui est frappant là, c'est la répétition de ce terme état préoccupant pour décrire plusieurs personnes. Ça suggère que c'était pas un incident isolé cette nuit-là, mais une situation sérieuse. Et la réaction des gens sur place telle qu'ils la rapportent, les demandes répétées de pas filmer, l'ordre de descendre, ça indique une tension, une volonté d'éviter que la scène soit documentée. L'intervention de la police à la fin, ça confirme bien que la situation était anormale, effectivement. Et ce qui est notable aussi, c'est sa persévérance. À lui, l'observateur. Il continue de noter les heures, les faits, malgré ses pressions. Il se positionne vraiment comme un témoin qui refuse de se laisser dissuader. Et au milieu de cette description assez tendue, il y a une note qui détonne complètement. C'est presque surréaliste. Il écrit « J'espère que ce bébé reçoit suffisamment à boire. Cheers, have a cold one ». Juste après avoir parlé des personnes en détresse et de la police. Comment on peut interpréter ça? Oui, c'est déconcertant dans ce contexte grave. Est-ce que c'est du sarcasme noir? Une note ironique sur la consommation d'alcool en général, Cheers have a cold one, qui l'appliquerait de manière absurde à une situation qui n'a rien à voir? Ou peut-être une référence qu'on ne comprend pas, à quelque chose d'interne? Difficile à dire franchement. Mais sa présence, ça ajoute une touche d'étrangeté, presque de malaise, quand on lit le récit de cette nuit agitée. Ça souligne peut-être aussi le regard parfois distant ou cynique que peut développer quelqu'un face à des scènes qui se répètent ou qui sont choquantes. Après cette nuit du 24 août, qui semble être un pic dans les incidents, les notes continuent. Le 30 août, l'auteur revient sur la question plus générale des nuisances. Il dit qu'elles sont documentées ailleurs et il renvoie une vidéo YouTube 30.08.25 Incivilité Fisherman Pub. On voit bien sa volonté de ne pas laisser ces observations isolées, de les inscrire dans une démarche plus large, peut-être pour alerter. Exactement. Et ce même jour, le 30 août, il fait une description assez chargée du comportement d'un responsable de la sécurité. Il le dépeint faisant de grands gestes d'affection, aimant embrasser les clients. Puis, le ton devient clairement sarcastique quand il étend ça à la police. La police de proximité cherche à être proche des gens. Et l'on se rapproche encore plus lorsqu'on s'embrasse. Alors là, si on essaie de décrypter son intention, cette description des embrassades, ça ressemble fort à une métaphore pour critiquer ce qu'il perçoit comme une trop grande proximité, une connivence entre l'établissement, sa sécurité et puis les forces de l'ordre. Oui, et cette critique de la proximité, elle s'arrête pas là. Il va plus loin. Il suggère que ces embrassades pourraient même s'étendre aux politiciens, aux membres du gouvernement et peut-être aux régies immobilières via des cadeaux. Là, c'est une allégation assez forte, on dépasse la simple observation des nuisances. Absolument. Là, on entre dans le domaine des allégations de favoritisme, de relations privilégiées. L'auteur construit un argumentaire basé sur ses interprétations de certains comportements, ces fameux gestes d'affection, et il les extrapole pour critiquer de manière plus systémique la relation entre le pub et différentes instances locales. Il est vraiment crucial de souligner qu'ici on parle de la perception et des accusations de l'auteur. Ce ne sont pas des faits établis par une enquête indépendante ou quoi que ce soit. Mais c'est central dans sa démarche, dénoncer ce qu'il considère comme un traitement de faveur. Et cette idée de traitement de faveur, elle est renforcée par d'autres affirmations. L'auteur prétend que cette situation dure déjà depuis plusieurs années et qu'il n'obtient aucune réponse à ces signalements. Il mentionne les excellentes relations de l'établissement, citant en exemple le sponsoring du Rugby Club Nyon. Et surtout, il avance qu'une règle qui différenciait avant le Fisherman's Pub d'un voisin, le cactus, aurait été supprimé. Selon lui, le cactus n'aurait apparemment plus besoin de ranger ses tables, ce qui serait la solution la plus simple. On touche là au cœur de sa plainte, ce sentiment d'inégalité de traitement. Précisément, ces éléments, la durée supposée de la situation, l'absence de réponse qu'il ressent, les relations qu'il juge influentes, et surtout cette comparaison avec le cactus, tout ça forme le noyau dur de son argumentaire pour essayer de prouver un traitement différencié, voire du favoritisme. C'est important de noter sa formulation prudente, apparemment plus besoin. Ça montre que même lui, il présente ça comme une observation ou une déduction, pas forcément une certitude absolue. Et la référence finale, un peu énigmatique, à un monsieur Tauberet, ça conclut cette partie sur une note très personnelle, dont le sens exact nous échappe, mais qui semble importante pour lui. Ce qui est aussi très libérateur dans ce document, c'est la position personnelle que l'auteur adopte et exprime très très clairement. Il y a toute une section intitulée « Descends », en écho direct à l'ordre qu'il a reçu le 24 août. Et là, il explique sans détour pourquoi il refuse de parler avec les gens de l'établissement après cette nuit-là. Je cite
Après le dernier samedi, le 24.08.25, on voulait me parler. Je n'ai rien à discuter avec ces gens et je ne me laisserai pas prendre pour un idiot. Comme ma voisine d'en face, dont l'immeuble serait géré par la régie Burnier, il précise, et la PNR, Police Nyon Région. Il ajoute même, je ne me laisserai pas non plus embrasser par ces gens. Le message est on ne peut plus clair. Oui, ce refus de dialogue, il est extrêmement significatif. Ça marque une rupture nette, une perte de confiance totale de sa part envers l'établissement, mais aussi, dans sa perception, envers certaines autorités locales, la police régionale, la régie qu'il mentionne. Ça cristallise vraiment le conflit et ça montre à quel point la situation est devenue personnelle et antagoniste pour lui. Ce passage, il souligne que le document, c'est pas juste un catalogue d'incivilité. C'est l'expression d'un sentiment d'injustice et d'un dialogue qui est rompu. L'auteur se sent pas seulement témoin de nuisances, mais aussi victime d'un manque de considération, voire de mépris. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On a ce document qui compile d'un côté des observations qui reviennent souvent sur le comportement des clients tard le soir, surtout les fumeurs dehors. De l'autre côté, il y a le récit très détaillé d'incidents graves pendant une nuit spécifique, le 24 août, avec des gens en difficulté et l'intervention de la police. Et enfin, tout un volet d'interprétation et d'allégations plus large de l'auteur sur les nuisances subies par les riverains, les relations supposées du pub et puis ce sentiment profond d'inégalité de traitement et de manque de réponse. C'est un peu ça, non? C'est tout à fait ça. La valeur de ce type de document, même avec sa subjectivité, on l'a dit, c'est de fournir une fenêtre sur le vécu d'un riverain face à l'activité d'un établissement de nuit. Pour ceux qui s'intéressent à la vie en ville, ça illustre concrètement comment des observations citoyennes, même notées de manière personnelle et parfois partiale, peuvent documenter les impacts ici perçus comme négatifs de la vie nocturne sur l'environnement immédiat. Ça nous rappelle aussi combien c'est complexe d'objectiver ces situations, où s'arrête la nuisance acceptable, où commence l'excès, comment on arbitre entre l'activité économique, festive et la tranquillité des résidents. Ce document, il met en lumière ces tensions classiques telles qu'elles sont vécues et rapportées par cette source spécifique. Et ce document nous laisse un peu sur une impasse, en tout cas du point de vue de son auteur. Il y a cette défiance, ces allégations qui restent là, en suspens, et surtout ce refus catégorique de dialogue. Ça soulève une question importante qui dépasse ce cas précis d'ailleurs. Quand un riverain documente de manière répétée des incidents, des nuisances, et qu'il a le sentiment de ne pas être entendu ou d'être traité injustement, comment la situation peut évoluer? Comment s'articule la perception citoyenne, la réponse ou l'absence de réponse de l'établissement et l'action des autorités? Et surtout, quelle issue est possible quand une des parties, ici l'auteur des notes, estime que le dialogue est devenu impossible, voire insultant? C'est une interrogation ouverte en fait sur la gestion des conflits de voisinage et la place de la parole citoyenne dans l'espace public.